Dernière conférence de l'année 2024 pour Une-Vivo, avec un film, un débat et des perspectives. C'est parti. Sur le sujet dont on parle, c'est pas un sujet pour nous, c'est pas un sujet pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. C'est un sujet pour les générations futures, au sens futur, lointain. Voilà. Si, il y a des expériences. Hein. En Allemagne, par exemple. En Allemagne, ils sont allés les rechercher. Les déchets étaient enfouis dans des mines de sel, donc il y a eu de la corrosion et c'était très compliqué. Toutes les expériences d'enfouissement à travers le monde ont eu des résultats assez catastrophiques, quoi, hein, y compris aux États-Unis. Donc on est voilà, toujours sur des projets, quoi, en fait. Hein. On est sur des projets avec... on repousse tout le temps, parce que le nucléaire, c'est quand même une question qui, à l'échelle du temps, est très très longue. Oui, mais il veut réactiver Flamanville maintenant, le truc tout fêlé à la con. Oui, non mais... C'est pas vrai? Si, c'est en route. Le PR de Flamanville, oui, il est en route, mais... par rapport à l'enfouissement, justement, Oui. Flamanville, c'est une grande question. Enfin, plus exactement, La Hague, c'est qu'à un moment, La Hague est complètement submergée de déchets hein, qui sont en attente, justement, avant l'enfouissement et qui sont dans des piscines de refroidissement. Le problème, c'est qu'à La Hague, les piscines sont pleines. Donc, on a fait, encore une fois... des demandes à travers la France pour voir des communes qui seraient susceptibles d'accepter une piscine de refroidissement. Et là encore, c'est assez paradoxal, mais il n'y a pas une commune qui a dit ok, même les plus pro-nucléaires qui gèrent les communautés de communes n'ont pas accepté une piscine chez eux. Alors là, finalement, eh ben, la piscine elle va se faire à La Hague, parce que La Hague, en fait, ils sont propriétaires de toutes les terres, donc ils vont, et c'est un pôle énorme, quoi. Et donc finalement ils vont faire un ajout de piscine à La Hague. Cette histoire-là, elle est pas mal, c'est-à-dire qu'il y a même des pro-nucléaires de La Hague qui sont opposés carrément à une nouvelle piscine, parce qu'ils disent c'est too much, quoi. Il y a un moment, on va quand même pas récolter. Alors, on va quand même pas être le centre qui va récolter tous les déchets nucléaires de France. Les autres, ils consomment aussi, il n'y a pas de raison qu'il y ait que voilà. qui en question. Sans compter qu'on stocke aussi des déchets allemands, hein, parce que... Qu'est-ce qu'on en fait des déchets? Qu'est-ce qu'on en fait? Ah, ben c'est une réelle question, parce qu'ils sont là, exactement. Ça, c'est Il y en aura d'autres. Oui, tout à fait. Oui. Alors, la position, il y a quand même pas mal de scientifiques qui ont travaillé sur la question. La position qui me semble la plus raisonnable et qui est relativement partagée par un certain nombre de scientifiques, c'est que les laisser en subsurface, pour les avoir en subsurface, c'est-à-dire... un mini-enfouissement dans une colline qui soit protégée, mais qui soit accessible, qu'on puisse y avoir accès en permanence, et les laisser sur les sites de production. C'est le même problème que Ah non, mais si, parce que les sites, ils sont déjà la propriété d'EDF, hein, donc il y a déjà des déchets sur site. Hein. Ah, oui. Donc, en subsurface, et puis avec un contrôle de refroidissement, notamment de refroidissement par air, parce qu'il faut quand même que ça refroidisse. Donc, c'est la solution qui paraît la moins mauvaise, quoi. Plutôt que de les stocker en enfouissement. Oui, alors au-delà des problèmes d'enfouissement des déchets, qui est un réel problème, en amont, c'est la question de l'énergie. Et depuis dizaine d'années, les problématiques énergétiques mondiaux ont fait que le nucléaire est apparu comme un moindre mal de plus en plus aux yeux de nos dirigeants voilà. Et donc, est-ce que on a progressé dans la réflexion, enfin votre association et d'autres ont progressé sur la réflexion? Quelles énergies, quelle décroissance, entre guillemets, pour les sociétés riches, bien sûr, hein, parce que la décroissance pour les plus pauvres, ils sont déjà en dessous
en dessous de la limite, donc je ne vois pas comment ils peuvent décroisser. Et je ne sais pas si on dit décroisser ou décroître, pardon. C'est un néologisme pas très heureux. Pour répondre là-dessus, le chiffre qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le nucléaire, c'est 9% de l'électricité mondiale. Ça, c'est absolument essentiel. Alors, quand c'est 9% de l'électricité mondiale aujourd'hui, l'Agence internationale de l'énergie, qui n'est pas anti-nucléaire, loin s'en faut, ne prévoit pas cette proportion plus importante. Ça, c'est déjà c'est mondial. Ça veut dire que la question de l'énergie, d'une part, et la question des gaz à effet de serre, d'autre part, ne sera pas résolue par le nucléaire. Ça, c'est une évidence au niveau du monde. Alors après, qu'est-ce qu'il faut faire comme énergie? Bon, on l'a dit c'est toujours le même scénario, les économies d'énergie qui sont à multiplier. Et là, force est de constater qu'on n'est pas parti bien loin dans cette décroissance d'énergie. Après, les énergies renouvelables. Alors quand vous dites la Chine développe des mines à charbon, c'est vrai, mais c'est pas. Moi, je pense sincèrement que le charbon va s'arrêter, et même assez rapidement. C'est pas le charbon qui va faire, qui va remplir la question énergétique. Par contre, d'une part parce qu'il est quand même polluant. Bon, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, notamment l'élection américaine, bon, on peut se poser un certain nombre de questions, mais je pense, par contre, le pétrole, ça c'est une autre question, hein, notamment dans le transport. Hein, le charbon en Allemagne, je crois qu'ils ont... Mais le charbon en Allemagne, ils ouvrent quelques mines, c'est vrai, mais l'Allemagne... Ils sont en train de les fermer. Mais ils en ferment beaucoup plus qu'ils en ouvrent. Alors c'est une question, si vous voulez, l'énergie, c'est ça qui est compliqué. Il y a des phases de transition où c'est compliqué. Il faut toujours équilibrer le réseau. Ça, on n'a pas le choix, qu'on soit pour ou contre le charbon, qu'on soit pour ou contre l'énergie nucléaire, qu'on soit pour ou contre les renouvelables. Il y a un moment donné, il faut avoir un réseau équilibré qui permette de fournir l'électricité dont on a besoin. Donc il y a des... Mais bon, en Allemagne, l'Allemagne, c'est l'exemple typique d'un pays qui s'est engagé sur les renouvelables, quoi, hein. Même s'ils ont... Alors la caricature qui dit qu'ils ont toujours du charbon, bon, ça c'est quand même... ça demande à être regardé de près. Certes, ils en ont, mais ils ont une décroissance du charbon qui est quand même... Et moi, je pense sincèrement c'est prévu qu'en 2037, ils n'aient plus de charbon. Je pense qu'ils en auront peut-être même plus avant. Quoi. Donc ça, c'est une question... voilà, il faut quand même se placer dans l'échelle du temps. Quoi, hein. Et par contre, la dynamique en énergie renouvelable, qui pose aussi des questions qui ne sont pas si simples que ça, notamment leur complémentarité, mais c'est quand même une dynamique qui évolue. Et les questions de stockage aussi, qui sont importantes, évoluent aussi à une vitesse vertigineuse. Et en France, tu parles plutôt... En France, alors en France, c'est un peu particulier, parce qu'on est un pays particulier où il y avait une loi de 2015 qui visait à ramener la part du nucléaire à 50% de l'électricité. Je parle d'électricité, on est bien d'accord. Ouais. L'électricité, c'est aujourd'hui 27% de l'énergie. Hein. C'est pas toute l'énergie, il ne faut pas non plus confondre. Donc il y avait une loi de 2015 qui disait effectivement, qui avait été votée par les parlementaires, qui disait que le nucléaire devait se rabaisser à 50% de l'électricité et que les renouvelables devaient accélérer de manière considérable. Là, on traverse aussi une période un peu particulière. Il y a tout un projet de loi qui veut remettre le nucléaire à 70%. Hein, donc voilà, et qui a les... J'ai vu que les Républicains étaient là-dessus, une partie des centristes, une partie l'extrême droite évidemment. Donc il ne reste plus. Est-ce que d'un point de vue parlementaire, ça va passer? C'est une grosse question, quoi, hein. Donc là, on n'est plus du tout dans la même dynamique. Ça veut dire que si on reprend comme objectif le passage à 70% de nucléaire, ça veut dire qu'on va freiner forcément les énergies renouvelables. C'est ce qui est en train de se faire, hein. La PPE qui vient de sortir, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui fixe la part de chaque énergie dans le mix énergétique,
évidemment que c'est revu à la baisse. Alors, pas pour toutes les énergies en même temps. Pour l'éolien terrestre, oui, c'est franchement revu à la baisse. Par contre, l'éolien offshore, la programmation qui était ancienne va continuer parce que c'est plus industriel. Et le photovoltaïque, on en parlera sans doute, va augmenter considérablement. Bon, ça fait à peu près consensus. C'était dans l'ancienne loi et ça risque d'y rester. Mais Donc voilà un peu. c'est de vouloir d'augmenter le nucléaire. Quand vous dites ça, vous avez une attente de combien d'années? 10 ans? Ça règle rien sur le présent. D'abord, je suis pratiquement persuadé que ça ne se fera pas, pour de multiples raisons. Mais ce qu'il y a derrière, c'est d'aujourd'hui de freiner les renouvelables et c'est surtout de concentrer l'argent sur la recherche nucléaire, c'est-à-dire sur les EPR qui sont très gourmands en capitaux et sur les SMR qui est un peu un jouet d'enfant, une petite folie qui n'aboutira pas, mais qui mangera beaucoup d'argent. Parce que d'abord, on n'est pas les premiers à travailler sur les SMR. Les SMR, c'est Small Modular Reactor, c'est les petits réacteurs entre 100 et 300 MW, quand vous savez qu'un EPR, c'est 1600 MW. Vous voyez un peu là. Mais les forces qui promuent tout ça, ils ne s'intéressent pas à l'écologie ni à l'énergie. Ils s'intéressent au fric, surtout. Pas simplement. Vous avez des gens, on a parlé de Jean Covici au départ, vous avez des gens qui sont à la fois sur la question énergétique et qui considèrent que c'est encore le nucléaire qui est l'énergie la plus efficace. Massivement, quoi. Bon, après, le problème de l'EPR, c'est un problème de coût. C'est qu'aujourd'hui, c'est complètement, par rapport au coût de l'éolien, au coût du photovoltaïque, c'est complètement dépassé, quoi. Et là, il va falloir beaucoup d'argent. Bon, le programme nucléaire EPR qui est mis en route, les 3 fois 2 réacteurs, bon, voilà, ça va démarrer. Et dire que ça va se faire, à mon avis, il va y avoir quelques soucis, oui. Et en plus, je pense que la tranche d'après, elle ne se fera pas. Mais voilà, en plus, ils ne seront pas en rendez-vous. C'est ça le problème, c'est qu'ils ne tourneront pas avant 2035. Et quand on dit 2035, on est très très optimiste à l'allure où va l'EPR de Flamanville. C'est un reconfort, on est soulagé de ça. Mais disons qu'ils ont repris des arguments positifs quand même en faveur du nucléaire. Ils ont repris des arguments positifs qui sont vus positivement au vu de la situation actuelle. Donc, que ce soit la décarbonation ou sortir du gaz russe ou sortir du pétrole, remplacer des sources d'énergie. Oui, il y a quand même aussi un autre aspect, c'est l'aspect économique et social. Combien coûte l'électricité nucléaire aujourd'hui? Vous avez une idée, non? Non, absolument pas. Bon. L'électricité nucléaire, on l'a sur le nucléaire classique, ancien, en fonctionnement depuis longtemps. Il est autour de 60-70 centimes le mégawatt. 60 euros le mégawattheure. Combien coûtera l'électricité? Combien coûte l'électricité aujourd'hui de l'éolien terrestre? 45 euros le mégawatt. Donc on est déjà aujourd'hui capable de faire de l'électricité à 45 euros, nettement moins cher que le nucléaire classique. Et le photovoltaïque aujourd'hui, c'est 30 euros le mégawattheure. Donc, qui demain, parce que donc, on est dans les 60-70 euros, l'EPR de Flamanville, qui va démarrer, il est en essai actuellement, à combien d'euros va sortir le mégawatt? Entre 120 et 130 euros le mégawatt. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à payer votre électricité 4 fois plus cher? Surtout pour ça, non? 4 fois plus cher, sans compter les frais financiers. Qui est pour voilà. Lever la main? Après, on la paiera quand même 10 fois plus cher, mais ça c'est une autre question. Déjà, on la paye plus Est-ce cher. que demain on est capable, dans une transition énergétique, écologique, etc., d'abandonner les énergies fossiles et d'avoir un peu plus d'énergie électrique?
Est-ce qu'on est capable demain de mettre ça à disposition de tout le monde? Oui, via les énergies renouvelables. Mais est-ce pour ça? Eh bien, il faut accepter, d'abord, contraindre, peser sur les choix politiques. C'est quand même le combat qu'on a mené en 2000. C'est peser sur les choix politiques pour dire ça on n'en veut pas, et par conséquent, après réflexion, on ne veut pas des conséquences. C'est-à-dire on veut pas, on sait bien, on l'a noté dès le départ du débat, que les déchets, il va falloir les traiter, mais d'abord arrêter d'en produire. D'abord arrêter d'en produire. C'est une catastrophe française. Hein, c'est beaucoup dans, voilà. dans l'imaginaire. Et donc c'est quand même un débat économique et social pour demain. Hein. Et pas pour demain, là, les générations futures. Pour demain, pour nous, et nos enfants et nos petits-enfants. Cet accès à l'énergie. La guerre en Ukraine ou après? Ah bah oui, avant. Et justement, on le sent. On le sent, parce qu'à mon avis, la guerre d'Ukraine, ça a été quand même un élément déclencheur. Avant la guerre d'Ukraine, en Europe, on vivait quand même bien tranquille. Certains avaient choisi le gaz, d'autres le nucléaire. Tout le monde était bien tranquille. Et alors là, boum, terminé. Et ça, je pense qu'on n'a pas encore digéré. On n'a pas encore digéré ça. On s'aperçoit qu'on est très fragile. Très très fragile. Mais et de toute façon, en France, on a décidé, allez hop, on repart sur le nucléaire. De toute façon, c'est clair. Hein. Avant, on avait arrêté quand même Fessenheim. On sentait bien que dans les centrales, ils étaient en train d'avoir, elles marchaient quasiment plus. Hein. Il y en avait qui n'étaient même pas à 50% de leur capacité. Et là, tout d'un coup, tout le monde est reparti. D'ailleurs, en ce moment, il paraît qu'on vend à l'étranger. C'est intéressant cette perspective, notamment, et l'évocation de la guerre en Ukraine, parce que qu'est-ce que ça nous a révélé? Ça nous a révélé que les États nucléaires qui possédaient la bombe atomique étaient les plus fragiles. Parce qu'il suffit d'une arme classique, d'un missile tout à fait classique, pour faire péter une centrale nucléaire chez nous. Il n'y a pas besoin d'avoir la bombe atomique pour nous irradier. C'est quand même fabuleux. Et on l'a découvert avec la centrale de Zaporijia en Ukraine. C'est aussi ça le nucléaire. Zaporijia, c'était quand même... Et on attend voir. On n'imagine pas de voir l'avenir, et on ne peut pas concevoir de voir l'avenir dans des perspectives de conflits mondiaux, parce que, ou alors on disparaît. Apocalypse. Voilà. Mais pour autant, le conflit d'Ukraine nous a révélé que les États nucléarisés étaient paradoxalement les plus fragiles. Et puis les attentats du 11 septembre l'avaient déjà révélé. Comment? Les attentats du 11 septembre l'avaient révélé. Ça, et puis il y a eu Fukushima au Japon avec le tsunami aussi. Oui, quand même. Et les plus fragiles par rapport à des conflits, mais aussi par rapport à des catastrophes. Tout à fait, qui commencent à... Et puis c'est pas fini, Fukushima, ils sont toujours dans la merde. Et on sait qu'on a tous les arguments contre le nucléaire qui s'étoffent d'année en année, en fait. Ce que vous venez de dire là, les accidents, le coût, etc. Sauf que c'est une solution techniciste qui est présentée comme la solution à tout. Et ça nous plaît bien parce qu'en France, on est très nucléaire, mais on est aussi très techniciste, comme beaucoup de sociétés occidentales. Et du coup, c'est une solution technique qu'on nous vend un peu clé en main, même si ça ne marche pas, mais on veut le voir. Et on nous présente ça comme la solution qui va tout régler. C'est super, ça va régler le coût de l'électricité, même si c'est faux. Ça va régler notre confort à chacun au quotidien. Et en plus, ça va régler le problème de la décarbonation. Donc, voilà, et on y croit parce que ça nous arrange. C'est plus facile de croire à ça que de se dire faisons des économies d'énergie, interrogeons-nous sur nos modes de vie, sur notre consommation de tout ce qu'on veut, que ce soit d'alimentation ou de ça ressort le blason de l'ingéniosité. Ça a été amplifié avec la guerre d'Ukraine qui a créé une crise sur le gaz, ce qui était une solution de transition. Donc le nucléaire est revenu à la surface parce qu'il n'émet pas ou très peu de gaz à effet de serre. Donc évidemment, dans le contexte, ils n'ont pas loupé la balle au bon, ça c'est clair. Le conflit c'est aussi une bulle d'anxiété pour se rassurer. Heureusement, nous, on a le nucléaire, on est sauvés. Alors, ça c'est...
Oui, et puis il était là et développé. Moi, j'ai grandi en Allemagne, j'ai grandi entouré d'éoliennes. En fait, c'est un truc qui, pour moi, fait partie du paysage, mais je sais qu'en France, il y en a beaucoup moins, et qu'il y a un énorme rejet, parce que ça fait tache dans le paysage, les goûts, les couleurs. Et énorme rejet. Voilà, ça dépend des coins. Moi, je dis toujours aux anti-éoliens, quand vous mettrez 5000 personnes à Laval en manifestation contre l'éolien, eh ben, on se mettra autour d'une table. Voilà. Les rapports de force. Il y a un nouveau parc éolien là, depuis à Saint-Nazaire. Ah oui, offshore. Depuis 3-4 ans, et que tout le long de la côte, oui, il y a eu... on a 80 éoliennes en Mayenne. Tu peux nous en parler, Bernard, justement, des éoliennes en Mayenne? Oui, oui. Mais juste pour vous situer, l'éolien parlait de centrale à charbon. Cette semaine, la Grande-Bretagne a fermé ses dernières centrales à charbon. Ils ont 5300 éoliennes en mer. L'Écosse va être à 100% renouvelable avec l'éolien en mer. C'est des nouvelles forêts. Et alors voilà. Non, c'est bien. Qu'est-ce qu'on veut? Oui. La solution technique de la production d'énergie sans impact négatif n'existe pas. Quel choix on fait? On privilégie le moins impactant, etc. Ouais. Et moi, c'est vrai que les éoliennes, on les supporte mal depuis notre fenêtre, surtout quand on donne une fenêtre à meneaux. Voilà. Bien l'image, parce que c'est quand même ça. C'est quand même, oui, mais personne veut ça. C'est quand même des Roland l'aristocratie. Pas que. Parce qu'on considère ça comme dérangeant. Certes, ça, mais il y a des comptes, c'est vrai que ça fait... C'est très moche. Non, c'est pas vrai. Les autoroutes, c'est beau, peut-être? Ça ne sont que des jugements personnels. Pas plus. Pas forcément partagés. Je pense que c'est aussi dû à une habitude. Il y a un truc qui dit tout ce qui apparaît avant mes 20 ans, c'est normal. Tout ce qui apparaît après mes 35 ans, voilà, enfin bref. Et tout ça, moi j'ai grandi avec ça, c'est normal. En mettre une ou deux en plus. Juste quand même pour dire, parce que ce combat, offshore, c'est bien. Ce combat n'a pas cessé. Et que finalement, la situation dans laquelle on est en Mayenne aujourd'hui est le résultat de la mobilisation et des changements, même s'ils sont lents, des consciences qui se sont traduits par du réel. J'ai ramené ici la consommation et la production d'électricité en Mayenne. Aujourd'hui, en 2024, on produit localement avec des énergies renouvelables 32% de notre consommation électrique. Voilà. Total. C'est quand même... le reste? Alors, juste quand même, en mettant 1% sur de l'hydraulique, sur la rivière de la Mayenne, 4% en cogénération avec les méthanisations, et 22% en éolien, 4% en photovoltaïque. Photovoltaïque, pour l'instant, c'est que sur des bâtiments, etc. Sur les projections à 2030, le département, c'est... On imagine une projection 50% d'énergie renouvelable produite localement avec des ENR en Mayenne. Avec une hypothèse de départ, consommation stable. Alors qu'en réalité, depuis plusieurs années, la consommation électrique en Mayenne diminue. Elle est aujourd'hui de 2 TW et elle était en 2015 de 2 TW et demi. On parle de la consommation d'électricité. La consommation d'électricité départementale. Pour différentes raisons, des économies d'énergie, etc. Mais aussi l'autoconsommation, l'installation de production, etc. Mais ça pourrait être plus ambitieux. Comment ça se traduit? Le réchauffement climatique. Sur, par exemple, l'éolien. Puisqu'on parle de l'éolien. Pardon? Tu peux répéter les chiffres d'économie qu'on a fait? De 2,5, on est passé à 2 TWh. 2 TWh sur une région, la région Pays de Loire, c'est 25 TWh de consommation, dont nous, on est un département qui est pas... qui est très peu peuplé, quoi, et qui a très peu d'industrie. Mais oui, on a quand même fait un effort. On est passé de 2,5 à 2, quoi. Alors après, là, je pense que ça va se stabiliser. Avec, ce qui est quand même intéressant de noter, c'est que ça va se stabiliser alors que
l'électricité va représenter une part plus importante dans la dépense d'énergie. Il y a des conversions qui vont se avec faire. notamment une baisse du pétrole, quoi. Que ce soit les pompes à chaleur, même avec toutes les critiques qu'on peut faire, que ce soit le véhicule électrique qui est marginal aujourd'hui, hein, mais en perspective. Par contre, des secteurs comme le numérique aujourd'hui, ça flambe. Hein. C'est autre chose que la voiture électrique. Souvent, on confond les deux, mais aujourd'hui, c'est 12% hein, de l'électricité, de numérique. Concrètement, aujourd'hui, on a 90 éoliennes en Mayenne qui produisent de l'électricité, qui tournent. 90. Pour le scénario 50% de l'ENR en 2030, il faut qu'on arrive à 120. Excusez-moi, j'ai une question. Là, vous parlez des éoliennes. Ça tombe très bien, il y a une commune en Mayenne qui n'en veut pas. La commune de Courcité. Oui. Donc, on fait comment? Parce qu'on ne veut pas du nucléaire, on ne veut pas d'éoliennes. Les panneaux solaires, il y a un champ à zut, j'ai perdu le nom de la commune. Dans le Nord Mayenne, un champ de panneaux solaires. On parle de l'impact écologique de l'extraction de la silice pour fabriquer ces panneaux solaires. Parce que on en fabrique en France. En fait, ils sont juste assemblés en France, puisque la silice est extraite en Asie. Il y a des champs agricoles qui aujourd'hui, c'est des terres mortes. C'est des terres mortes. Vous avez vu ça où? Comme vous. Non mais où? Mais non, mais comme vous. Des exemples concrets, parce que moi, du photovoltaïque sur des terres agricoles, j'en connais pas aujourd'hui. C'est des anciennes terres agricoles. J'ai perdu le nom de la commune, c'est dans le Nord Mayenne. C'est dans le Nord Mayenne. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut arrêter de détruire les terres agricoles pour faire des zones commerciales, ceci, cela. On est tous d'accord, on l'a tous entendu aux informations, ou dans les journaux locaux, ou par des associations diverses et variées écologistes. Je cherche le nom de la commune. Pourtant, j'y étais plusieurs fois. Ça va me revenir. Vous inquiétez pas, dans un quart d'heure, dans ce coupé fertile, ça va me revenir. Fougerolles-du-Plessis. Vous voyez, il n'y a même pas besoin d'un quart d'heure. À Fougerolles-du-Plessis, il y a un champ de panneaux solaires. Mais ça, c'est pareil, c'est un impact écologique. Parce que l'enfouissement des déchets nucléaires, ce que beaucoup de gens oublient de le dire, c'est qu'ils sont enfouis à des profondeurs. Vous allez dans certaines communes en Bretagne, vous prenez du radon, il y a 10 ans, 15 ans en arrière à peu près, il y a une école qui a été fermée parce qu'à force de goudronner partout, des enfants ont fait des malaises. Parce que c'est des sols granitiques et c'est la radioactivité naturelle, c'est le radon. Alors, ouais, ok. Donc après, je ne suis pas pro-nucléaire. Maintenant, je suis comme tout le monde. J'aime bien appuyer sur mon bouton, qu'il y ait du courant chez moi. Ma voiture a été fabriquée grâce à l'énergie nucléaire, puisque les hauts fourneaux, les aciéries, les fours aujourd'hui sont électriques, sauf pour ce qui est fabriqué en Asie, comme nos télés, beaucoup de choses, nos téléphones. Nos machines à laver. C'est des centrales thermiques, donc ils sont alimentés au charbon ou au fioul lourd. Mais quand on parle d'extraction de minerais, pour fabriquer des moteurs d'éoliennes, des panneaux solaires, un dumper dans une carrière, c'est 100 litres à l'heure pour 100 tonnes. Et dans le minerai, il y a à peine 2 tonnes de silice, par exemple, pour les panneaux solaires. Donc, moi, au bout d'un moment, il me faut une solution. Parce que je ne suis pas prêt de. J'ai pas envie de revenir à la lampe à huile, mais aller couper mon doigt, et que ça en minerai faire pour fabriquer mes outils. Quoi. Donc, on est tous pareils, je pense. Quoi que vous en pensiez. La solution propre, elle n'existe pas Nous, encore. la solution nickel n'existe pas. Non. Donc, s'il y a une solution facile, excusez-moi, pardon de vous couper la parole, c'est qu'il faut arrêter d'écouter l'Europe. Il y avait plein de petits barrages sur les cours d'eau. Sur la Mayenne, il y a plein d'usines qui existent encore quand on se promène sur le halage. Des petites usines électriques. C'est 0,9% hein, l'hydraulique. 0,9%. 0,9%. Mais il faut qu'on le développe. Mais vous aurez des contraintes écologiques majeures. Excusez-moi, d'abord. Pourquoi? Deuxièmement. Quelles sont les contraintes écologiques? Des inondations sans arrêt. Vous voulez parler d'inondation sans arrêt? Non, mais prenez l'exemple de Givors. Non, mais Givors, c'est cette année. Écoutez, soyez sérieux. L'hydraulique en Mayenne, même si vous voulez. Non, mais excusez-moi, je peux vous répondre. Même si vous voulez être un peu sérieux, en hydraulique, on est à 0,1%.
on est à 0,9% de la consommation de l'électricité. Ça veut dire 0, même pas 1. Si on veut vraiment développer, on va peut-être faire 2. Mais le problème, c'est que la Mayenne, c'est le plus grand fournisseur d'eau potable. Et que la priorité qui va être donnée l'été, quand le niveau va baisser, c'est la centrale qui va produire 0,1% ou 1% d'électricité, ou c'est l'eau potable aux habitants. Donc les choix qui vont être faits, ce n'est pas une solution. L'hydraulique en Mayenne, ce n'est pas la solution. Il faut un autre paysage. Dans d'autres, dans les pays de montagne, avec des, voilà, pas ici. En France, on est quand même à 12%. Un petit peu, plus un petit peu. Oui, mais on a, en France, on a 12%. Si vous voulez, c'est pas sur ces schémas-là qu'il faut agir. Bah, c'est sur lequel? Voilà. Alors, donc je reprends mon développement. Sur un scénario 50% de NR en 2030 en Mayenne, on est à 120 éoliennes, c'est-à-dire 30 de plus que ce qu'il y a en fonctionnement actuellement. Sachant qu'il y en a déjà 10 qui sont soit en cours, soit qui vont démarrer. Oui, mais on voit ce que ça... Excusez-moi, je continue. Et pour le photovoltaïque, on est actuellement en production à 4% de notre consommation. Ça représente 90 000 à peu près mégawatts par an. Pour un scénario de 50% en 2030, on passe alors sur les sols, et je dis bien au sol. C'est par exemple la déchetterie à Cham. Parce que c'est un sol qui est condamné. Ça peut être des déblais de carrière. C'est les ombrières sur les parkings, des ombrières sur les terrains de pétanque. C'est sur les bâtiments industriels et commerciaux. Hein, parce que la loi maintenant prévoit que tous les bâtiments d'une certaine dimension doivent être équipés de panneaux photovoltaïques. Tous les parkings au-delà de telle surface doivent être équipés voilà. Ça va passer, c'est à 89 000 mégawatts, ça va passer à 150 000 en 2030. Il faut compléter par 120 000 mégawatts en agri-photovoltaïque. C'est-à-dire pas des panneaux posés au sol, mais des panneaux posés sur des structures qui permettent de continuer des activités d'élevage et de production agricole en dessous. Et de culture. Et de culture, non, mais voilà. Et donc, ça, si on veut ces 120 000 mégawatts là, ça représente 150 hectares de surface. Alors quand je dis hectares, c'est surface clôturée avec un taux de couverture maximum de 40%. Ça, c'est dans la loi. Ça ne peut pas être plus de 40%. Donc il faut 150 hectares avec un taux de couverture de 40% ou 225 hectares si on prend un taux de couverture un peu moins et à 30%. Pour la Mayenne. Pour la Mayenne. Ça représente quoi sur la surface agricole utile en Mayenne? 0,05%. Donc on peut y aller. Voilà. Voilà. Pourquoi on nous fait 0,05%. La réalité, c'est ça. Mais pourquoi on nous fait un foin alors des pertes de terres agricoles? Et pourquoi on fait un foin sur les éoliennes? Pourquoi on fait un foin? Ah bah c'est pas moi pour les éoliennes. Non, mais... Pourquoi c'est dans la commune de Considère? C'est un petit peu. Justement, moi... Oui, justement, vous savez, moi je connais bien... Si tu te permets, Michel, je termine. Sur la production agrivoltaïque, parce que c'est l'enjeu d'aujourd'hui. Hein. Ah bah de toute façon, ça protège les cultures, en cas de grêle, ça les protège, en cas de trop forte chaleur, ça les donc il faut, effectivement, alors, on s'est arrêté à 2030 à 50%. Le scénario, c'est 2050, 100%. 2050, 100% d'électricité renouvelable en Mayenne. Ça représente à peu près 600 hectares. 600 hectares en Mayenne de couvert. Au niveau de la France, c'est 2% de la surface agricole utile. C'est exactement la superficie qui est actuellement utilisée pour faire des cultures, transformer ça en agrocarburant, avec un bilan catastrophique au niveau économique.
Et au niveau écologique. Parce que le DST, c'est très joli. C'est des choix. C'est des choix. L'huile de colza dans les poids lourds, c'est très joli. Mais c'est pas juste une petite question sur les éoliennes. Au-delà du département, pourquoi est-ce qu'on ne multiplie pas en mer? Parce qu'en mer, personne n'en veut, madame. Non, les poissons, d'accord. Mais les poissons, d'accord, mais on ne veut pas des barrages sur les poids lourds. Non, en mer, non, il n'y a pas d'opposition. Moi, je crois qu'il faut modérer un peu le discours. Quand vous dites à Courcité, ils ne veulent pas d'éoliennes, il y a des gens à Courcité qui ne veulent pas d'éoliennes. Moi, j'en connais tout plein qu'en veulent. Hein. C'est-à-dire des panneaux, il n'y a pas besoin. Les communes sont heureuses quand il y a des éoliennes. Écoutez, je connais le gars qui fait les panneaux. D'ailleurs, c'est un mec qui fait du design, il est très bon. Les panneaux sont très bien faits. Moi, ce que j'ai vu, c'était pas la bombe. Les panneaux anti-éoliens. Mais... Excusez-moi, monsieur, il y a un principe ici, quand on fait un débat, c'est qu'on laisse parler les gens les uns après les autres. Il faut que vous respectiez cette règle. Non, mais s'il est en train de s'exprimer, vous le coupez. J'ai rien contre le fait que vous exprimez, au contraire. Mais il a le sourire, j'ai le sourire. Ah ben ça va mieux déjà. Vous voyez. Donc on va continuer comme ça et ça va nous plaire. Non mais ça va aller. Cette histoire de Courcité, je termine quand même parce que vous le soulignez. Si vous voulez, on peut pas dire ça. On peut pas dire. C'est très très partagé à Courcité. Effectivement, vous avez des opposants comme partout. Et moi, je vais même vous dire que s'il y a une large opposition à un projet, eh ben le projet se fait pas. C'est aussi clair que ça. Ce ne sera pas le premier. Je suis d'accord avec vous. Mais après, voilà. Après, parce que, on en parle. Si, c'est intéressant. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Taïeb avait une question. Taïeb, il veut poser une question. Donc, je veux juste reprendre un petit peu ce que vous avez dit. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Quelles que soient les énergies en physique, il n'y a rien. On ne produit jamais quelque chose. On transforme. Il n'y a jamais de création. On transforme les éléments. Pour avoir de l'énergie, on doit transformer quelque chose. Donc cette transformation, c'est ce que vous avez dit, ce qui a été dit dans le film, c'est-à-dire chercher les éléments qui seront moins dangereux ou dangereuses dans notre vie. On a pour le moment 4 niveaux d'énergie électrique, 4 principaux, 5 principaux centrales d'énergie électrique. On a l'eau, on a le nucléaire, on a l'éolienne et on a l'eau solaire. Pour le moment, quand on calcule, quand on fait une différence, une comparaison entre les éléments, le moins cher sur un temps réduit, c'est le nucléaire. Quand je calcule au niveau prix. Jour à jour. Oui, jour à jour. Mais il présente des dangers qu'on connaît sur les centrales qui ont créé des problèmes, et on le connaît maintenant sur les déchets. Qu'est-ce qu'on fait avec les déchets? On reprend le solaire. Le solaire, il est très 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 bien, mais on n'a pas beaucoup sur Terre. Il faut quand même d'autres recherches maintenant qui sont en avance, qui essayent de créer, à partir des éléments plastiques, de créer des semi-conducteurs. Parce que le semi-conducteur, c'est un produit qui est très très rare. L'inconvénient que présente aussi le solaire, c'est qu'on n'a pas d'énergie 24/24. C'est-à-dire on est forcé d'avoir un stockage. Le troisième, c'est les éoliennes. Les éoliennes présentent un bruit et c'est quelque chose qui est supportable. Pourquoi? Pour une raison qui est très simple. Parce qu'on les éloigne, on les met. Il y a des régions où on a les centrales, les éoliennes en mer. Il y en a dans le monde. Ils peuvent se faire maintenant. Ça a été repris plusieurs fois. Au départ, le problème de ces éoliennes, pourquoi on ne les faisait pas sur les mers, c'est le problème des pales, du produit qui était utilisé pour la fabrication des pales. Dans la mer, il y a de l'air qui contient du sel. Et ce sel-là, corrosif facilement ces éoliennes. Et l'éolienne, dès qu'il est en équilibre, en déséquilibre, elle ne donne pas de rendement, elle devient très mauvaise. Maintenant, il faut regarder, tout à l'heure j'ai parlé du déchet nucléaire, on va regarder est-ce qu'il y a les déchets sur les deux autres, l'éolienne et le solaire. Sur le solaire maintenant, il y a une entreprise italienne qui a maintenant déposé un brevet
pour recycler le semi-conducteur des éoliens, des panneaux solaires. Donc, il y a une perte, c'est-à-dire on essaie de reprendre tout le recyclage de ces produits. C'est une société italienne. Par contre, dans l'éolienne, tout est récupérable, tout est recyclable. Du massif bétonné, du béton, le béton, jusqu'à les pales. Le métal est récupérable à 100%. On n'a pas de problème sur ça. Tout ce qui est plastique fort, en base de plastique, il est récupérable. C'était le problème de fabrication, c'est-à-dire le problème des éoliennes, des pales, il y avait un problème qu'on ne peut pas, il y avait un déchet. Maintenant, pardon, je termine. Maintenant, il y a, suite à tous les problèmes qui sont, il y a un développement qui est fait. On peut maintenant, on peut recycler les pales nouvelles, les pales actuelles. Et en même temps, donc, quand je parle sur l'éolienne, c'est vrai, quand je dis le bruit et ça, mais dans les 20 ans, dans les 20 dernières années, on a fait une économie, c'est-à-dire un développement important sur les éoliennes. Si vous regardez les éoliennes des années 90, ils étaient à peu près maximum, c'est 250 kW, kVA, ou 500, c'était vraiment le cas. Maintenant, on peut y aller jusqu'à 1 MW. Avec les mêmes, on peut y aller, mais pourquoi le problème il est fait? À cause de... Beaucoup plus. Beaucoup, oui. Là, on monte les projets en Mayenne aujourd'hui, c'est 5 MW par 5 MW, donc... Oui. En mer, on est au moins à 15. À 15 MW en mer, parce qu'on peut monter en hauteur, et c'est parce que sur Terre, on ne peut pas monter très très haut. On a des problèmes de hauteur. Donc voilà, c'est important. Il y a sur les éoliennes, on récupère, c'est ça le problème, on récupère tout, mais en même temps, on a quand même l'énergie. Quand on a bien placé l'éolienne, on a l'énergie 24 sur 24. Quand l'éolienne est bien positionnée sur un courant venté, sur un passage venté, on a 24 sur 24. Et c'est le danger des éoliennes, il est, s'il y a des écologistes qui vont me dire, ça tue les oiseaux, ça tue machin, ça, mais il y a, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois, il faut discuter pour enlever ces problèmes-là. Il y a un problème, dans quelqu'un qui m'a parlé dernièrement, c'est la lumière, il y a des oiseaux qui meurent par l'éolienne. J'ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font ici, les oiseaux? Et le jour, ils peuvent le voir, ils peuvent éviter. Ils m'ont dit, c'est les oiseaux de nuit. Les oiseaux de nuit, ils ne sont pas tirés parce que la lumière, il y a la lumière sur l'éolienne, et il y a les insectes, et les oiseaux ne sont pas tirés par ces insectes. J'ai dit, c'est tout simplement, maintenant, on n'a pas besoin de lumière. On n'a plus besoin de lumière parce qu'on a des émetteurs qui indiquent un produit, des balises indiquant Après, on est bien d'accord qu'il n'y a pas d'énergie parfaite. C'est évident. Alors après, il faut quand même avoir des repères. Je voulais quand même signifier que je vous parlais de la consommation électrique du département, qui est de 2 TWh. Le parc éolien offshore de Saint-Nazaire, qui n'est pas un parc énorme, vous savez combien ça produit par an? Allez, dites-nous. Oui, dis-nous. Allez, Michel. 1,5 TWh, entre 1,5 et 1,6. Donc vous voyez un peu, c'est quand même intéressant de mettre ça en perspective, c'est-à-dire que le seul parc de Saint-Nazaire offshore, il produit plus des 3/4 de la consommation électrique totale de la Mayenne. Donc il faudrait monter une asso pour le racheter, tu veux dire? Non, mais ça veut dire qu'il ne faut pas... L'éolien, c'est pas la panacée, il y a des inconvénients, mais il y a aussi une vérité en termes de production par rapport aux nuisances que ça procure. Il y a un moment, il faut mettre ça en perspective, sinon on ne s'en sort pas.